Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter les basiques, les fonctions basiques d'AIP et puis quelques fonctions basiques pour la restauration, essentiellement si vous êtes avec des clients qui ont des desktops. Donc euh, là, j'ai déjà commencé par partager mon écran. Voilà. Alors, la première chose quand vous commencez, c'est de vous poser la question comment vous allez programmer les sauvegardes automatiques. Alors là, avant de commencer, il faudrait déjà savoir, le mieux c'est que le client, vous ayez une discussion avec le client pour qu'il sache exactement euh, quelle stratégie vous allez mettre en place. Est-ce qu'il veut une réplication hors site? Est-ce qu'il préfère que tout se passe en local? Ça dépend aussi si votre connexion réseau le permet. Hein. Si vous avez une connexion qui est extrêmement lente, c'est quand même possible d'utiliser AIP, mais c'est dans des scénarios dont on va discuter dans un autre webcast. Enfin, c'est assez, on n'est plus dans les basiques, mais là, on part du principe, on va avoir une sauvegarde locale avec deux possibilités pour les sauvegardes. Soit vous faites une bon, je vais commencer donc justement pour planifier. Le mieux, c'est que je vous montre. Hein, vous avez la sauvegarde. Vous voyez là, bon, il y a pas mal de fonctions. Hein, il y a un tableau de bord. Vous avez l'aperçu général du système. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Voilà, juste pour naviguer vite fait. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la sauvegarde et la partie restauration. Les autres fonctionnalités, ce sera dans un autre webcast un peu plus avancé. Pour démarrer, vous n'avez pas besoin de tout savoir. L'essentiel, c'est vraiment les tâches planifiées qui vont tourner automatiquement sur le système du client. Ça avec notre service qui va lancer automatiquement les tâches, évidemment. Alors, pour la sauvegarde, évidemment, très important savoir quel disque on veut sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder des volumes. Nous faisons AIP, c'est une solution de sauvegarde par secteur. Donc là, c'est vraiment le plus petit degré qu'on peut faire, c'est le volume. Donc là, typiquement, on va sauvegarder. Là, chez moi, c'est pas tout à fait orthodoxe parce que le système est sur le disque 1. En général, c'est plutôt sur le 0. Là, on choisit la destination. Il y a pas mal d'options. Moi, je vous recommande de toujours mettre la déduplication. Euh, les sauvegardes sont en gros une estimation grossière en moyenne quand même plus petite de 25% au moins, et ça peut aller jusqu'à 50% plus petite. Après, ça dépend des performances. Ce que la divulgation fait, elle va comparer des blocs d'une de taille plus ou moins grande. Si vous mettez le niveau 1, les blocs seront beaucoup plus petits. Il va comparer des blocs beaucoup plus petits. Euh, c'est des blocs de 2 kilooctets. Là, c'est 4 et 8. On, Comme c'est indiqué, vaut mieux laisser le niveau 2 optimisé. On va pas trop aller dans les détails. Après, ça dépend des performances. En parlant de performance, vous avez la possibilité d'améliorer celle-ci. Là, vous voyez, il y a un fichier temporaire. Des fichiers temporaires, c'est vraiment par rapport à la déduplication. Vous pouvez, pour cette déduplication, dédier euh, un, un disque carrément pour la déduplication. Il peut être environ 20% plus petit que ce que vous sauvegardez. En fait, ce dossier temporaire, il contient les haches de comparaison de tous les blocs.
On peut bien s'imaginer que les performances vont être meilleures si par exemple là je sauvegarde le C et j'écris encore sur le C en même temps, les performances d'entrée-sortie, c'est quand même tout à fait raisonnable, hein. La plupart des personnes, franchement, on laisse ces Windows Temp et les performances sont tout à fait acceptables. Mais juste pour dire, vous pouvez encore améliorer celle-ci. Alors, bon, toutes les autres options, hein, je pense que la seule qui est importante, c'est toujours bien regarder que on n'ignore pas les secteurs défectueux. Ça, c'est vraiment la roue de secours au cas où vous avez une erreur. Typiquement, c'est des erreurs à la lecture du disque source. Donc là, vous pouvez aussi nous contacter. On va vous dire à activer cette option-là si vous avez vraiment besoin d'une sauvegarde en toute urgence. Pourquoi je ne recommande pas de l'activer? C'est parce que vous allez avoir sur la sauvegarde des secteurs, comme ils n'ont pas pu être lus, qui vont être défectueux. Et évidemment, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. D'ailleurs, vous allez avoir un message d'erreur ensuite si vous faites une vérification de la sauvegarde. Mais bon, ça, la vérification, je vais vous montrer plus tard comment on l'a fait. Alors, vous voyez, bon, ça c'est un petit peu pour le confort. La mise en cache lors de la sauvegarde réseau, je vous recommande si vous sauvegardez sur un NAS, bien sûr. Vous avez la possibilité d'exécuter des scripts. Typiquement, si vous avez des bases de données qui n'ont pas de VSS, alors ça c'est important, on sauvegarde avec un cliché instantané, un snapshot VSS de Microsoft. On utilise celui qui est intégré dans Microsoft. Si vous avez une base de données qui n'a pas de writer VSS, il faut l'arrêter avant la sauvegarde. Sinon, vous avez le risque d'inconsistance des sauvegardes, enfin de la base de données surtout, ce qui est vraiment quelque chose pas souhaitable. On peut s'imaginer, c'est comme si c'est un état de dirty shutdown sans snapshot où vous risquez l'inconsistance de données, comme je viens de dire, et là, il faudra réparer la base de données. Donc non, il faut toujours au minimum, si vous n'avez pas de snapshot VSS, arrêtez la base de données pour être sûr qu'elle sera consistante. Voilà pour les options avancées. Après, on vous recommande toujours de chiffrer avec un mot de passe, mais attention, nous n'avons pas de hack pour si votre client a oublié le mot de passe et vous ne l'avez pas noté, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Vous aurez juste des bytes écrits en aléatoire. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Alors, là, évidemment, on choisit sa destination. Là, je prends local. On peut tout paramétrer. Alors, moi, je vais mettre un mot de passe qui est trop faible, évidemment. Alors, là, justement, ça, c'est une partie très importante, la planification. Comment vous allez planifier? Alors, si moi je décide là de dire une date spécifique, dans 10 minutes, hein, il va faire la complète, la base. Avant d'entrer dans la base et l'incrémentiel, les chaînes de sauvegarde, ça c'est vraiment important. On sauvegarde dans des chaînes de sauvegarde. Donc la chaîne, comment on peut la voir? Typiquement, ici, vous voyez, la chaîne commence avec une sauvegarde complète. La complète, elle est plus grande et par la suite, on fait des incrémentiels. Donc il y a ce qu'on appelle un tracking driver qui va toujours garder le statut de l'état précédent et ensuite on va construire la chaîne. Alors, si on fait une chaîne continue, comme ici, vous voyez, on voit l'appartenance par rapport au full ou la complète qui a vraiment ici le nom complet qui est le même que la première incrémentielle, la deuxième, etc. Donc là, ça ressemble à une chaîne incrémentielle. Alors, ça, c'est justement par set ou donc vous créez régulièrement un nouveau full. Donc là, typiquement, ça, c'est à la fin du mois qu'on crée un nouveau full. Cette chaîne incrémentielle, on recommande qu'elle ne dépasse jamais les 150. Donc là, je suis juste en dessous, je suis à 132. Plus elle est courte, plus les performances lors de la restauration seront meilleures.
Donc là, ça va aller. Je pourrais restaurer dans un délai raisonnable en cas de désastre, mais bon, elle est quand même un peu longue, donc on pourrait recommander de consolider quand même. Donc, il y a ce calcul qui doit être fait de ne pas dépasser ces 150, hein, absolument. Euh, et là, ben, ça c'est le plus simple, c'est ce que je vous recommande de faire en local chez un client, pas forcément mensuel. Donc moi j'avais mis end of the month, EOM, et puis dans la semaine, de lundi à vendredi, 7 heures, donc pendant les heures de travail des employés. Donc, ouais, là aussi important de savoir, vous pouvez rajouter d'autres triggers, déclencheurs avec ce bouton-là. Donc vous dites bon là toutes les heures c'est très bien, mais samedi dimanche, moi j'aimerais aussi qu'il y ait des sauvegardes, mais alors cette fois seulement toutes les heures, et puis on va dire toutes les 4 heures. Donc voilà, ça c'est possible de le faire. Donc ça c'est pour les basiques. Ce que je vois le plus souvent chez les clients, qui est le plus pratique, c'est qu'on dit typiquement on aime bien faire la sauvegarde complète le vendredi, surtout si on a un poste de travail qui a énormément de données, qui de l'ordre du terabyte, ou du teraoctet en français. Là, ça va durer plusieurs heures et on préfère le faire bien sûr à des heures appropriées. Typiquement, voilà, quand plus personne ne travaille. Voilà. Là, par contre, c'est important d'avoir cette coche-là. Imaginons si l'ordinateur, le poste de travail est éteint le vendredi soir à 19h20, ben la chaîne incrémentielle va continuer tout le temps et vous n'aurez pas de nouvelles sauvegardes complètes. Donc, je vous recommande vraiment d'exécuter automatiquement les tâches planifiées manquées. Ça fait qu'il va rattraper la sauvegarde complète si elle a été si elle n'a pas pu se lancer pour X raison. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours chaque semaine des sets. Donc là, ce qui va se passer concrètement, si j'ai éteint le vendredi soir, le dimanche matin à 8 heures, alors l'incrémentiel va, à cause de cette option, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas le full qui aurait dû être fait, et elle va lancer une sauvegarde complète. Enfin, full et complète, c'est la même chose. Hein, j'utilise les deux mots. C'est exactement la même chose. Alors, bon, ça peut être piégeant, hein, si vous avez des mises à jour à faire, vous êtes chez le client, vous allez voir lorsque vous éteignez AIP, il va faire une sauvegarde. Bon, ça peut être pratique si vous avez vraiment des mises à jour qui vont vous causer des problèmes sur l'ordinateur, mais par contre, vous risquez de vous impatienter un petit peu. C'est très bien tant que le client est sur son poste de travail et lui, ça lui est un peu égal. Dès que vous allez commencer à travailler sur le poste, il faut faire attention à ça. Vous allez voir, lorsque vous éteignez Windows, c'est la même fenêtre que quand vous éteignez, vous voyez, mise à jour Windows sont appliquées. Eh bien, éteindre, là vous allez voir la tâche vraiment de sauvegarde IP qui va se lancer automatiquement. Alors voilà. Ça c'est parce que j'ai déjà une planification qui fait des incrémentiels. Vous ne pouvez avoir qu'une seule tâche planifiée avec des incrémentiels à la fois. Donc là c'est pour ça qu'il m'a demandé de désactiver l'autre. Vous pouvez avoir d'autres tâches de sauvegarde en parallèle, mais ce seront que des sauvegardes complètes. Alors, autre chose ici, c'est très important, ces deux fonctionnalités. Là, bon, il y a le boot check. Là, vous avez besoin moi je recommande un Hyper-V. Vous avez la possibilité, alors boot check, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de démarrer la sauvegarde euh, euh, donc qui vient d'être faite sur un hyperviseur pour que le boot check il vérifie
qu'on a bien réussi à démarrer le système Windows. Pour ça, il va juste démarrer les premières étapes. Il va vérifier qu'il y a les premiers fichiers système qui ont été chargés. Quand qu'il a vu ces fichiers-là, il va dire OK, le système Windows est en train de démarrer et le test est réussi. Donc ça peut être pratique. C'est pas forcément vital parce qu'il y a une autre fonctionnalité qui vous permet de vérifier. Et ça, je vous l'avais pas montré avant. Si je retourne en arrière, dans les options avancées, il y a vérifier l'image à la fin du processus. Donc, avec ça, vous serez garanti que tous les secteurs qui viennent d'être écrits dans l'image, eh bien, ils ont bien pu être lus dans l'image. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez utiliser l'image, vous êtes certain d'avoir une image utilisable en cas de désastre, à condition de l'avoir juste montée une fois pour être sûr. Vous montez l'image une fois et si vous voulez pas le faire régulièrement, ça vous n'êtes pas obligé de monter régulièrement. Hein, si vous l'avez monté une fois et que c'était bon, typiquement vous pouvez aussi demander au client de juste faire un double clic sur l'image. Et puis là, quand il va voir le contenu, vous allez pouvoir lui dire que tout est OK. Alors là, typiquement, vous voyez, quand on a 100 images, ça peut prendre un petit moment. C'est pour ça que je recommande toujours de les garder aussi petites que possible. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, je vais vous montrer comment on peut les rendre aussi petites que possible, ces chaînes de sauvegarde. Et ça s'appelle la consolidation. Et là, vous avez la possibilité de faire une consolidation. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, le paramètre par défaut 30 pour que ce soit agréable. Pas comme maintenant, on a dû attendre quelques secondes. Vous êtes dans un cas de désastre, hein, peut-être un petit peu, dans les conditions qu'on sait. Et là, vous devez attendre ce temps-là. C'est pas très confortable. Donc, c'est mieux de rester sur les 30. Et là, il y a la possibilité de faire les paramétrages que vous voyez ici. Donc les fichiers originels, hein, on les garde typiquement par jour. Donc le plus important, c'est quand même de savoir quand est-ce qu'on veut consolider. Si c'est immédiatement à chaque fois. Si par exemple, donc immédiatement, on comprend assez bien, hein, c'est assez simple. Ce qui est un peu plus complexe, c'est après un certain intervalle. Le mieux, c'est tous les jours. Ici, vous pouvez faire que tous les jours. Si vous avez Image Center, dont je parlais dans une prochaine présentation, ce sera possible de choisir le jour spécifique quand vous voulez lancer la consolidation. Donc, quand vous le lancez, c'est vraiment important parce que ça vous permet de dire quel est en fait l'intervalle de granularité des sauvegardes les plus anciennes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire la granularité des plus anciennes, si là je dis tous les jours, la granularité des plus anciennes, ça va typiquement être tous les jours. Là, les fichiers images originelles, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez un sous-répertoire dans lequel vous gardez les fichiers originels. Donc pourquoi les originels? Si maintenant je fais une consolidation, donc là, dans l'exemple d'avant, on est content, on se dit on peut lancer la vérification, on est bon. Mais les originels, ça va être quoi? Là, j'ai jamais eu de consolidation qui s'est lancée. Si maintenant j'en lance une, et puis, alors je sais pas, peut-être que j'ai 30. Imaginons il y a 31, ce qui n'est pas le cas. Hein. Imaginons on s'arrête à 31, je mets 30. Et il va se lancer à ce moment-là. Donc je suis pile au moment, donc je vais pas le calculer maintenant. Les originels, ça serait les 1 et la 2. Il va remplacer la 2 avec donc la fusion de la 1 et de la 2. Donc votre chaîne, elle va rester petite comme ça.
C'est ça la consolidation. Donc là, si je choisis à 20 heures, eh bien, il va à 20 heures tous les soirs, il va garder que les 30 derniers fichiers incrémentiels. Donc là, typiquement, on aura 30 jours. Alors que si je dis immédiatement, on n'aura pas 30 jours, on aura, comme j'ai lancé toutes les heures, y compris samedi, dimanche, bon, ça va être un petit peu complexe à calculer avec les deux déclencheurs différents, mais ça sera vraiment les 30 derniers incrémentiels. Alors si c'est toutes les heures, si maintenant j'avais pas mis samedi, dimanche, ce sera vraiment les 30 dernières heures pendant lesquelles se sont déroulées les tâches de sauvegarde. Alors revenons à l'exemple des 20 heures. Vous avez vu tout à coup, il s'est activé cette option-là en plus. Reconsolider les fichiers images incrémentielles déjà consolidés. Alors ça veut dire que si maintenant je suis beaucoup plus tard, donc imaginons ici, tout à la fin de la chaîne, et puis je lui lance donc avec ces paramètres-là, les 30 derniers fichiers, et puis les deux images incrémentielles consolidées. Donc deux, ça va être les 2 jours avant les 30. Ça veut dire concrètement, on va arriver là à 102, donc on a les 30, et là on aura deux fichiers consolidés. Donc le premier, il aura le jour d'avant, donc il va faire un paquet avec ces deux-là qui sont toutes celles qui sont là du 12. Donc là il y en a eu 5. Donc ça il va rester, il sera un petit peu plus grand, mais pas aussi grand que le premier qui sera un paquet du 11. Là, bon, X raison, avec le 11 il y a eu beaucoup plus de sauvegardes, et aussi lui, ben il contiendra aussi toutes celles qui étaient avant. Donc ce sera le fichier incrémentiel vraiment qui sera le plus grand. Donc c'est vraiment comme c'est nommé ici, une image incrémentielle consolidée. C'est ça qu'on entend par ce terme-là. C'est vraiment une image incrémentielle qui a été générée lors de la consolidation. La consolidation intelligente, c'est une option qui vous permet de réduire la taille par un système un peu complexe qui permet d'enlever les secteurs qui sont à double, qui est un mécanisme similaire à la déduplication. Alors, vous pouvez choisir, voilà. Donc, la consolidation, c'est vraiment important si vous voulez garder une bonne performance lorsque vous allez restaurer, et d'autant plus si vous faites une chaîne incrémentielle continue, c'est absolument nécessaire. J'ai vu régulièrement des clients qui se retrouvaient avec des chaînes de sauvegarde de plus. J'ai même vu 500 incrémentiels. Là, ça c'est vraiment où vous vous retrouvez avec une chaîne qui n'est pas utilisable. Alors, important, la rétention dans mon schéma actuel. Évidemment, si vous faites en continu, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de set d'images à proprement dit. Donc, il va toujours continuer, sauf si vous ou l'utilisateur lance dans une planification en continu, vous lancez manuellement des sauvegardes complètes, eh bien, il va quand même compter le nombre de sauvegardes complètes qu'il voit dans la chaîne. Donc ça, c'est important si, par exemple, votre client il a une sauvegarde externe. Donc là, on peut facilement calculer si cette image-là, je la mets sur une sauvegarde externe, on va calculer la taille de mon set par mois que j'ai ici. On peut imaginer que c'est une semaine, comme je l'ai mis dans la planification. Et puis on regarde, voilà, quelle est la taille de tous ces éléments-là. Donc, en fonction de cette taille-là, on pourra déterminer combien de sets auront la place sur la destination. Donc si là j'ai un disque de 1 Tera, j'en mettrai 2. Et puis je supprime avant, parce que si je supprime pas avant, on comprend assez facilement qu'on va se retrouver à 1,2 Tera et puis on va dépasser la taille du disque. Voilà, donc ça c'est pour les sauvegardes. On a un petit résumé. On termine. On peut décider de la lancer tout de suite. Moi, je ne vais pas le faire maintenant.
quoique il y a quand même eu voilà, là on a dépassé, on pourra toujours la lancer manuellement après, la complète comme ça, dans la planification. Là justement, juste pour vous montrer ce que j'ai dit avant, il n'y en a qu'une seule qui peut être activée à la fois. Donc si je veux activer celle-là, il va dire non, il faut que je désactive l'autre. Il y en a vraiment une seule avec la planification des incrémentiels à la fois. Maintenant, vous avez fait tout ça, votre client il a un désastre. Comment vous restaurez typiquement des fichiers? Il a une présentation, il doit absolument restaurer les fichiers. Alors là, il y a 3 méthodes. Celle que je vous recommande, c'est restauration des fichiers, comme vous voyez là. C'est celle qui est vraiment optimisée. Donc, je vais prendre les images, un Windows 10. Bon, voilà. Alors non, je vais quand même vous montrer, c'est pas si intuitif. Hein, là, ça commence, c'est vraiment une chaîne de sauvegarde que vous voyez là. Si vous en avez plusieurs, vous allez voir plusieurs fois une chaîne de sauvegarde. Et là, vous aurez les différents points de restauration, une heure spécifique à laquelle vous voulez restaurer. Donc là, voilà, vite les informations générales. Donc ça date de l'année passée, voilà. Et on peut sélectionner ces fichiers là-dedans. Donc voilà, là j'ai qu'on avait. Donc là c'est un user qui est vide, mais on peut quand même se dire on veut récupérer le desktop init par exemple. Et puis on va le restaurer. La destination, là, faire attention, hein, c'est pas forcément évident à trouver. Là, l'ACL aussi, les droits sur les fichiers, c'est important de temps en temps. C'est ça qui peut coincer dans certains cas. Là, typiquement, bon, je vais le mettre dans les documents. Voilà, on termine et ça va lancer une tâche de restauration et j'ai restauré mon fichier desktop ini. L'autre possibilité, si vous avez le client au téléphone et il trouve toutes ces étapes-là un petit peu compliquées, il voit pas trop, vous avez une autre possibilité qui est très simple. Hein, le client fait le double-clic, comme je vous ai montré. Je vais prendre une sauvegarde complète, qu'on attende un petit peu moins longtemps. Et là, le client, alors bon, il va peut-être vous demander qu'est-ce que c'est disque 0 volume 1, ça vous aurez de la facilité à l'expliquer. Et puis, bon, vous voyez, il suffit de faire un copier-coller, tout simple. Hein. Typiquement un shutdown.bat, vous le prenez, vous le collez, et il est là. Tout simple. La dernière possibilité, qui est l'artillerie lourde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est moins performant, mais vous avez vraiment tous les drivers de Windows qui vont se mettre, qui vont être utilisés. Et là, avec tous ces drivers, ça va durer un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Bon, je vois que je dépasse un petit peu l'heure, c'était prévu une demi-heure. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous demandez. Hein. Et puis, le dernier point que je veux absolument vous montrer, c'est la restauration de système complet. Vous avez le désastre total, vous n'avez plus moyen de faire quoi que ce soit, donc vous avez vraiment perdu le hardware. Là, il vous faudra un CD de démarrage que vous pouvez créer avec les outils. Bon, il y a bien un CD Linux, mais il n'a pas tous les drivers. Vous allez peut-être, alors sauf vous êtes un crack de Linux, vous allez pouvoir restaurer les drivers Windows, il n'y a pas de problème. Sinon, je vous recommande de le créer BE, Boot Environment.
Et avec ça, vous pourrez, la seule chose qu'il vous faut, c'est l'ADK de Windows et les outils Windows PE. Avec le dernier Windows 10 1809, ils les font télécharger séparément maintenant. Donc dans notre aide, vous allez voir, c'est au même, c'est montré au même endroit. Et ça suffira pas de juste avoir l'ADK pour les outils du 1809, le tout dernier ADK Windows 10. Donc là, il est déjà installé. C'est pour ça que vous ne voyez pas devoir faire cette étape-là. Et là, vous voyez, c'est pas la toute dernière version, c'est juste petite astuce. Après, si vous cliquez sur suivant, vous voyez que la langue, il n'y a pas de langue installée. Typiquement, c'est le message. Là, il faudra installer les outils Windows PE qui sont disponibles dans un lien séparément. Si vous avez un doute, vous contactez au support, il n'y a pas de problème. Alors, les pilotes, très important, si vous avez votre matériel de rechange qui n'a pas exactement la même configuration, il vaut mieux prévoir le coup. Autre chose qu'il faut aussi prévoir, c'est est-ce que le matériel de destination a la même technologie de démarrage que la source. Très fréquemment, on a des systèmes qui ont des disques initialisés en MBR, donc qui vont démarrer en BIOS, et une destination qui n'est que UEFI, qui n'a pas de mode de démarrage en Legacy ou en BIOS. Donc là, il vaut mieux anticiper, à la limite prendre un hardware récent qui a la possibilité de démarrer en Legacy BIOS, parce que sinon ça va vous obliger de changer la technologie de démarrage pour la restauration. On peut le faire, nous avons des méthodes pour le faire, il n'y a pas de problème, mais il faut anticiper ça si vous avez du nouveau matériel qui est prêt en cas de désastre. Après, pour la restauration, quand vous avez démarré avec ce CD, c'est relativement simple. Bon, si vous êtes dans le stress, vous nous appelez, on le fait ensemble, il n'y a pas de problème. Justement, si vous avez fait attention à ces quelques points-là, il n'y aura absolument aucun souci au moment de la restauration. C'est vraiment la technologie de démarrage qui est le plus important et les drivers que vous avez anticipés. Le plus important, évidemment, c'est les drivers pour les entrées, clavier souris, et puis bien sûr les disques durs. Sans quoi, voilà, c'est logique. Le réseau, c'est plus confortable. Bon, au pire, vous vous débrouillez avec une disquette, c'est moins dramatique. Là, je suis dans mon environnement donc de restauration. J'ai démarré avec mon CD. L'ISO que j'ai créé, je vais quand même vous montrer la fin des étapes. Voilà, j'étais là. Vous avez ajouté les drivers, vous avez mis la langue. Je recommande aussi toujours d'enlever ce pilote graphique. Si vous utilisez sur un autre matériel, c'est les pilotes graphiques qu'il faut surtout pas installer parce que sinon vous allez avoir ceux du système en local et puis ils vont pas forcément être compatibles avec la destination. Et voilà, c'est juste faire attention à ça. Et là, vous faites une image ISO, ça je recommande tout le temps. Vous pouvez créer aussi, donc l'environnement pré-boot, c'est quoi? C'est si vous êtes chez le client, ce qu'il va avoir, c'est un petit peu comme au groupe, si vous connaissez, au démarrage de Linux. Vous sélectionnez le système où vous voulez partir. Alors par contre, il n'est pas compatible avec Groove. Si vous avez Groove qui est déjà installé, je vous recommande pas de le mettre, il va y avoir des conflits. Par contre, c'est juste pour dire l'analogie. Vous allez pouvoir choisir si c'est l'environnement pré-boot ou normal. Donc si le client il est à peu près autonome, il sait choisir ça. Au démarrage de Windows, il va choisir l'environnement pré-boot et après vous allez pouvoir l'aiguiller pour faire sa restauration sans aller sur place. Sinon pour vous, vous avez l'image ISO, vous avez un environnement ou un environnement de récupération sur le disque USB. Ça revient en même que si vous utilisez un outil pour générer le disque USB à partir d'un ISO, donc ça le fait directement. Donc moi j'aime bien toujours avoir un fichier et là vous construisez l'environnement, ça va travailler, vous créez votre CD
et vous le démarrez. Et une fois que vous l'avez démarré, vous êtes dans votre environnement de restauration. Donc, voilà. Bon, là, j'ai pas mal de points de contrôle. C'était vraiment pour, une fois, montrer toutes les étapes. Mais je vais pas les montrer maintenant. La restauration, c'est relativement facile. Hein. Vous avez vous loguez. Et là, vous avez toutes les images que vous voulez trouver. Ça, c'est les mêmes qu'avant. Vous avez votre image. Et là, ça, c'est une partie importante. Bon, là, on voit que c'est déjà initialisé MBR, MBR. Bon, c'est une VM génération 1. Et là, vous avez deux possibilités. Moi, ce que je vous recommande de faire tout le temps sur du matériel différent, vous faites un clic droit sur le système et vous sélectionnez la destination comme ça. Ça vous, ça vous sera aussi utile euh, si vous avez des disques plus petits. Donc là, on voit, on a une taille absolument identique, 127-127. Ok, bon, ça va pas vraiment être problématique. Et quand vous faites ça, bon, quand vous avez un disque qui est vraiment vierge, pas initialisé, il va vous demander de l'initialiser en BR ou GPT. Donc ça, c'est la partie critique. Il faut vraiment choisir ce qui correspond par rapport au système de destination. Si maintenant je vais faire du MBR à de l'UEFI, il faudra que je contacte le support pour qu'il m'aide à faire cette conversion-là. Là, ce qui va se passer, comme on est en BR MBR, ça va être très simple. Même si vous n'avez plus la partition de démarrage ou les entrées BCD, tout ça, AIP va vous créer automatiquement le démarrage. Donc ça, c'est caché sous cette question un peu énigmatique, restaurer en tant que système BIOS. Là, il va vraiment vous construire tout le démarrage BIOS. Donc voilà, bon, évidemment, il va supprimer les données. On commence. Et puis là, on aura un système qui sera démarrable, d'autant plus que ce sera exactement le même matériel, donc l'environnement virtuel en la circonstance, et on pourra démarrer le système. Bon, j'avais prévu un snapshot, mais comme j'ai déjà dépassé, si vous n'avez pas ça, ça vous prend du temps. Hein. Vous avez le temps de restauration, ça vous prend un petit moment. Ça, c'est éventuellement ce que vous allez faire le soir après le désastre. Quand le désastre a eu lieu, là, il vous faut absolument lancer l'image le plus vite possible. Et là, vous avez une possibilité avec Image Boot. Là, on peut imaginer que vous avez avec vous toujours un petit système. Hein, ça peut être un tout petit système très portatif, mais avec des bonnes performances pour virtualiser le système du client. Donc, il pourra travailler momentanément sur cet environnement virtualisé le temps que vous lui fassiez la restauration définitive. Pourquoi je dis que ce démarrage instantané avec Image Boot n'est pas définitif? C'est parce que, en fait, ce que ça fait, là, vous choisissez une image, et cette image-là, vous pourrez la démarrer immédiatement avec une technologie qui est une technologie qui va monter l'image. Donc vous avez l'image ici. Donc si je vais dans le management de disques, je vais voir qu'il monte l'image. D'ailleurs ici j'ai le lancement automatique des disques quand ils sont attachés. Donc vous allez voir apparaître. Là vous voyez, on a différentes possibilités. Hein. On a VMware Workstation, VMware Player, Oracle VirtualBox. En général, je recommande toujours d'avoir Hyper-V. Hein. On a des très bons résultats avec Hyper-V. VMware aussi, hein, très bons résultats. Oracle VirtualBox est parfois énigmatique quand on ne peut pas démarrer. Typiquement, si on n'a pas activé sur le CPU la virtualisation, il va pas vous dire clairement pourquoi il n'a pas pu démarrer. On va avoir une image, voilà, c'est juste, voilà. Voilà, donc les performances. Et là, vous êtes dans le cas de désastre, vous allez voir, ça allait tout de suite. Voilà, ce que je disais, hein, là, il a monté le disque.
Donc là, sur paramètre Windows, il va mettre ce disque offline pour pouvoir le mettre dans la machine virtuelle qu'il va créer maintenant. D'abord, il passe le disque offline. Donc voilà, il virtualise le fichier image. C'est indiqué ici. Moi, je vais mettre la restauration en pause parce que voilà, ça va un peu plus vite comme ça. Et là, il crée la VM, vous voyez, elle vient d'apparaître. Et là, il va lui attacher le disque dur à la fin. Et il démarre la machine virtuelle que vous allez voir apparaître dans quelques secondes. Et là, vous pourrez enfin travailler. Donc votre client va pouvoir continuer son activité juste en quelques secondes, comme vous voyez, le temps que vous pouvez aussi prévoir d'avoir cette machine-là sur place chez le client. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez discuter avec lui pour une prestation supplémentaire. Voilà, la VM qui démarre. Je vais vous montrer le démarrage de Windows. Voilà, j'ai déjà pas mal dépassé. J'avais dit une demi-heure. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Je vais laisser un petit moment pour les questions. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, pour moi c'est tout bon. Donc n'hésitez pas, hein. Moi vous pouvez me contacter au support, hein, toujours si vous avez des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. support.netjapan.eu. Vous ouvrez un ticket, vous avez des questions. Si vous voulez des licences de test, vous avez toutes les licences de test. Surtout bon pour aujourd'hui, c'est surtout le desktop. Vous remplissez ce petit formulaire téléchargement sur netjapan.eu. Et voilà, j'espère à bientôt. Au revoir.